On termine cette première partie avec les sources de la fiscalité et le système fiscal français, donc deux aspects complémentaires, on le verra. Alors je rappelle qu'on utilisera ici le terme source dans deux sens qui sont complémentaires. Le premier sens, c'est celui qu'on donne en droit au terme source, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà indiqué, d'où viennent les règles fiscales et qui les fabrique, entre guillemets. Et puis, il y a un second sens du mot source que je vais également évoquer, voire privilégier, qui vise de façon plus pratique à trouver concrètement l'information sur les règles elles-mêmes et les endroits où on peut les consulter, où on peut les trouver. Autrement dit, où trouve-t-on les règles fiscales? Dans un premier temps, on va voir les sources nationales et européennes de la fiscalité. Alors, je les ai regroupées nationales et européennes parce qu'elles peuvent avoir un impact, enfin, les sources nationales, c'est certain, mais les sources européennes peuvent avoir un impact direct sur la fiscalité nationale. Donc, on va regarder ça. Alors, d'abord, un très court rappel sur les normes juridiques proprement dites. Mais vraiment express, en quelques secondes ou très peu de minutes. Bon, sur les normes juridiques proprement dites, puisque là on va chercher où on trouve les règles et qui les fabrique, les règles juridiques de la fiscalité, il faut se souvenir que très schématiquement, les normes juridiques sont les normes qui nous créent des obligations et dont le non-respect peut être sanctionné par les tribunaux. Donc ça, c'est un point de départ important. Par exemple, une limitation de vitesse sur l'autoroute, un contrat d'abonnement Internet ou de téléphonie mobile, l'achat d'une marchandise dans un hypermarché, tout ça, ça crée des obligations encadrées par des normes juridiques, des lois, des décrets, des contrats, dont le non-respect nous rend passibles de sanctions. Ça, c'est un point important. Ce sont des règles qui vont être sanctionnées juridiquement, c'est-à-dire par les tribunaux éventuellement. Dans la plupart des pays, les normes juridiques sont hiérarchisées entre elles selon un principe de légitimité démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, plus la règle est élevée dans la hiérarchie des normes, plus elle est démocratique et inversement. La hiérarchie ou l'échelle des normes juridiques signifie qu'il y a des normes plus fortes que d'autres. Il existe donc, comment dire, un empilement, on emploie aussi le terme d'échelle, un empilement ou une échelle des normes selon leur place dans cette hiérarchie. Par exemple, un décret pris par le gouvernement doit respecter une règle adoptée par le Parlement, une loi adoptée par le Parlement doit respecter la Constitution de l'État, etc., etc. Un arrêté ministériel doit respecter à la fois le décret, la loi et la Constitution. Je dirais un contrat passé entre des particuliers doit respecter un certain nombre de règles également, en particulier des règles légales fixées par la loi. Est-ce que les contractants ont la capacité de contracter, la capacité juridique de contracter? Peuvent-ils contracter dans tel ou tel domaine, ou est-ce que ce sont des domaines interdits? Par exemple, on ne peut pas vendre certaines choses, on ne peut pas vendre son nom de famille, ce sont des droits qui sont indisponibles et dont on ne peut pas disposer. Voilà, la loi interdit un certain nombre de choses, on ne peut pas se marier avant un certain âge, la loi pose également des limites. Donc si vous voulez, l'ensemble des normes juridiques sont hiérarchisées. Et dans les pays démocratiques, cette hiérarchie est une technique d'organisation. C'est pas simplement une raison de principe, c'est une technique pratique d'organisation qui a pour objectif deux objectifs principaux. D'une part, assurer la cohérence des règles en faisant prévaloir l'intérêt supérieur, l'intérêt général en démocratie sur les intérêts particuliers, l'intérêt général étant censé être garanti par les règles les plus élevées dans la hiérarchie des normes, donc constitution, loi, etc. Et d'autre part, deuxième objectif de cette hiérarchie, assurer au maximum le respect de la démocratie. C'est le principe de la souveraineté nationale, ou souveraineté populaire, on emploie également ce terme, ils ne sont pas exactement identiques, mais bon, pour nous, ça fera l'affaire, selon lequel, en fait, tout pouvoir provient du peuple. Théoriquement, celui-ci ne se soumet à aucune règle, à moins qu'il ait librement consenti ces règles, directement, par exemple par référendum ou indirectement par ses représentants, ou par des traités internationaux, ou par des élections.
Dans le détail maintenant, les normes juridiques, surtout en matière fiscale d'ailleurs, peuvent être difficiles à appliquer directement. Est-ce que c'est la bonne norme? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon territoire? Est-ce que c'est la bonne activité qui est visée par tel ou tel texte? Donc il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser par rapport à des normes juridiques en matière fiscale. Et donc dans certains cas, il va falloir interpréter ces normes. Et en particulier en matière fiscale. Sans s'attarder sur ce point, il y a deux sources principales d'interprétation des textes. Il y a d'une part la jurisprudence et d'autre part les circulaires ministériels, et c'est particulièrement utile en matière de fiscalité. C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu là-dessus, et puis après on passera à autre chose. Sur la jurisprudence, on a vu rapidement ce point-là déjà, je ne vais pas m'y attarder. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice, donc surtout de ces cours supérieures, qui vont dans le même sens à propos d'une question de droit. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse pour dire, mais au fond, le droit, il est fixé par les contrats, il est fixé par les lois. Pourquoi on a besoin de la jurisprudence? La jurisprudence va intervenir et les tribunaux vont intervenir lorsque le droit ne va pas être très très net. Il va être sujet à interprétation, qu'on n'a pas tout réglé dans un contrat, par exemple, qu'on n'a pas tout réglé dans une loi ou dans un décret. Et donc, à ce moment-là, le tribunal va devoir trancher. Et il a cette obligation de trancher, je crois que je l'avais déjà évoqué, il a cette obligation de trancher qui lui est faite par les principes généraux du droit qui sont repris depuis 1802-1804 dans le Code civil, qui fait que le tribunal, même devant, en l'absence de règles, ou même devant une règle qui n'est pas nette, ou même quand on a un doute, le tribunal ne peut pas dire ah ben non, finalement c'est pas très clair, je vais pas trancher. Le tribunal, quand il est saisi, les tribunaux en général, quand ils sont saisis d'un litige, ont l'obligation de juger pour trancher ce litige. Et l'absence de jugement est un délit qu'on appelle le déni de justice. Vous vous souvenez de cette expression qui est dans les articles 5 et 6 du Code civil, et pourtant, les tribunaux ne peuvent pas régler les affaires de manière générale, c'est-à-dire se substituer au Parlement, et donc il va y avoir des interprétations qui vont être faites au cas par cas, et la force de ces interprétations va être liée à ce qu'on appelle cette jurisprudence, c'est-à-dire interpréter le plus souvent dans le même sens et avoir des jugements des cours supérieurs qui vont trancher, qui vont mettre d'accord éventuellement des tribunaux entre eux pour éviter que les interprétations soient divergentes ou trop divergentes sur le territoire. Voilà donc pour la jurisprudence. Il y a une deuxième source d'interprétation des textes, et en particulier en matière de fiscalité, mais pas uniquement, là on va viser la fiscalité. Ce sont les circulaires et les instructions ministérielles. Les termes sont équivalents. Ce sont en fait des textes qui sont rédigés par les administrations centrales, c'est-à-dire en gros les ministères, pour indiquer aux fonctionnaires qui sont chargés de tel ou tel secteur en quelque sorte, comment on applique les textes. Et éventuellement donner des interprétations ou anticiper en quelque sorte sur les problèmes que peuvent susciter ces textes. Par exemple, ça peut être de la législation européenne, ça peut être des lois françaises, des décrets, des arrêtés ministériels, etc. Donc, les administrations centrales vont interpréter telle ou telle norme juridique, loi, décret, arrêté ministériel, et ces circulaires vont faire, normalement elles ne vont faire qu'interpréter, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller contre les textes supérieurs, les arrêtés, les décrets, les lois et la Constitution, et donc vont interpréter ces textes-là. Alors l'intérêt de ces circulaires ou de ces instructions ministérielles, l'intérêt juridique et à la fois pratique, c'est qu'elles engagent, ces instructions et ces circulaires, les administrations. Partant du panorama rapide que je viens de faire, venons-en aux sources, et d'abord aux sources nationales de la fiscalité française. Alors ces sources, au fond, apparaissent étonnamment simples.
On va en profiter pour une fois. Hein, ce sont des sources qui sont principalement législatives, sinon presque exclusivement. Enfin, il y a des sources gouvernementales, des décrets, etc. Mais les sources essentielles et principales de la fiscalité sont des sources législatives, c'est-à-dire des lois, et particulièrement des lois de finances qui sont votées par le Parlement. On a vu en effet que le principe du consentement des citoyens à l'impôt était un des aspects essentiels de la fiscalité depuis la Révolution française, hein, je ne reviens pas là-dessus. Sur la base de ce principe de consentement, le Parlement français, en tant que représentant de la nation, eh ben, va adopter chaque année, hein, en fin d'année, sur proposition du Premier ministre, dans le cadre de notre Constitution d'octobre 1958, donc le Parlement va adopter une loi spéciale qu'on appelle une loi de finances. Cette loi spéciale va autoriser le gouvernement à effectuer des dépenses et à percevoir des recettes pour le compte de l'État et pour l'année suivante. Alors, il y a plusieurs types de lois de finances, selon que ce sont des lois de finances initiales, des lois de finances rectificatives, etc. Des collectifs budgétaires. Bon, il y a plusieurs types de lois, y compris qui peuvent être votées donc, dans l'année. Mais la loi qui nous intéresse essentiellement, c'est la loi de finances initiale. Et ces lois de finances vont définir des choses importantes pour la fiscalité, qu'on a déjà vues, l'assiette, le taux d'imposition, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, comme on dit, et donc ça va alimenter en quelque sorte, comme on l'a déjà évoqué, la fiscalité et en particulier le Code général des impôts. Or, les termes de loi de finances et budget de l'État sont souvent considérés comme synonymes. Alors l'adoption du budget, on l'a déjà vu, est souvent l'occasion de débats politiques, économiques et sociaux de fond. Hein. Là non plus, je n'y reviens pas, on a évoqué ça un tout petit peu en introduction. Et ce qu'on peut dire en bref hein, sur cette simplicité du principe, c'est que avec d'une part le consentement à l'impôt et puis d'autre part la place que tient l'État en France. Donc on a vraiment un État qui est, je ne dis pas extrêmement puissant, mais qui prend énormément de place. On le voit par exemple dans les questions de dépenses publiques. Donc avec ces deux aspects, le consentement à l'impôt et la place de l'État en France, le budget de l'État va concentrer la plupart des enjeux politiques, économiques et sociaux qui vont tourner autour de la répartition des revenus. Alors pour simplifier, on retiendra simplement que formellement, les sources de la fiscalité française sont donc principalement législatives, mais cette législation fiscale peut être extrêmement détaillée afin de limiter le pouvoir d'interprétation hein, des tribunaux. On l'a vu juste avant. Ne pas être trop vague pour ne pas trop laisser d'interprétation ni aux tribunaux ni à l'administration. Les tribunaux par la jurisprudence et l'administration par voie de circulaire ou d'instruction. Et être autant que possible assez net hein, vis-à-vis de la position des contribuables sur tel ou tel sujet d'ordre fiscal, autrement dit les droits ou devoirs d'ailleurs des contribuables. Comme on vient de le voir, le Parlement a un rôle très important et un rôle central dans l'adoption de la loi de finances, mais on l'a vu un tout petit peu avant, il y a quelques minutes ou quelques secondes même, c'est le gouvernement qui propose, le Premier ministre plus précisément, qui va proposer la loi de finances au Parlement. C'est-à-dire que le Parlement ne va pas s'auto-saisir en disant oui, on va voter un budget. Il ne votera le budget que si le gouvernement lui propose le budget. C'est-à-dire que le gouvernement est obligé de proposer par la Constitution le budget au vote du Parlement, mais le Parlement ne peut pas décider tout seul de voter le budget. Il faut qu'il soit saisi par le gouvernement. Donc ça, ce point est important et va donner au gouvernement, en pratique, juridiquement aussi, mais en pratique, un rôle moteur
puisque, au fond, c'est le gouvernement qui a l'initiative, et c'est le gouvernement qui le fait exécuter, ce budget, hein, par son administration, et en particulier l'administration des finances publiques, hein, qui est chargée de la mise en œuvre. Alors, pour résumer, les choses sont relativement simples. C'est le gouvernement, avec son administration fiscale, qui a l'initiative et qui prépare la loi de finances. C'est le Parlement qui vote ou conteste ou modifie la loi de finances, donc le budget, et ensuite retour au gouvernement et à l'administration pour appliquer les règles qui ont été votées par le Parlement.